juste m'assurer que, est-ce que au niveau de la langue, tout le monde comprend le français? Ou bien c'est plus les enfants peut-être avec une autre langue? Est-ce que ça va avec le français? Ok. Nous allons continuer avec le sujet. Donc, Mouta a parlé, le premier point, il a parlé du Seigneur à Congo. Là, on dit que la répétition, c'est la mère des sciences. Pendant qu'il est face, alors on va juste passer Il a parlé du Seigneur à Congo, il a défini du Seigneur à Congo, il a donné ses 3 premiers attributs, qui sont caractérisés par les 3 couleurs ici. Ensuite, il a parlé de l'homme. Ensuite, il a défini c'est qui l'homme. Qu'est-ce que c'est qui l'homme? Il a dit que l'homme, c'est l'esprit dans le corps. Donc finalement, on se rend compte que dans l'homme, on a une dualité, c'est-à-dire l'homme est à la fois spirituel et à la fois matériel. Et vous retrouvez cette réalité en l'homme lui-même. Vous allez voir que vous avez 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, bras droit, jambe gauche, jambe droite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a toujours deux. C'est la dualité esprit-matière. Et l'homme a cette dualité en lui-même. Il est à la fois l'esprit et à la fois le corps, comme Bouddha. Bouddha a défini la culture. Et il est bien de mentionner que sa définition, vous allez voir que ça ne correspond pas à la définition terre à terre que les gens donnent chaque jour. Quand on parle de la culture chez nous, les gens voient directement musique, ils voient Juve, Piana, Son, Domolo, etc. Mais lui, il n'a pas parlé de ça. Ça, c'est la définition de la culture, la définition approfondie. C'est la définition des grands initiés. La culture, c'est l'expression de l'âme de tout un peuple dans sa langue et le vécu principal avec sa culture englobe les valeurs morales du peuple, de ce peuple, la vision du monde de ce peuple et les relations de ce peuple avec l'être suprême à Congo, les génies, les anges et les grands ancêtres. Donc, dans sa définition de la culture qu'il a donnée, on retrouve des éléments de la religion. On retrouve des éléments des coutumes dans la vision du monde. On retrouve tout. Parce que quand on parle déjà des relations avec Dieu, on retrouve une religion là-dedans, nécessairement. Donc, la culture englobe tout. Il a parlé d'Indila Congo, ce chemin qui mène vers le sommet de la montagne où se trouve l'être suprême. Il a parlé aussi du Bukongo. Et nous allons continuer pour parler de Bundu Diakongo. Alors toutes les définitions qu'il a données au début sont importantes, sont des mots-clés qui nous servent à comprendre la suite. Parce que pour comprendre une certaine philosophie, ou pour comprendre une certaine une philosophie, il faut comprendre les mots-clés, les termes clés de cette philosophie qui vous donnent alors l'image de qu'est-ce qu'on veut dire. Alors maintenant, on va résumer tout ce que vous a donné, les mots-clés. On va retrouver ça dans Bundu Diakongo. Donc, dans Bundu Diakongo, déjà, on retrouve Congo, comme vous a dit ici. Le dia, c'est simplement comme de off, hein, attribut du monde. Et on va définir maintenant Bundu. Comme ça s'écrit. Comme ça, pour ceux qui veulent voir Bundu. Et le dia, on peut juste le mettre en minuscule, et puis on remet encore Congo. Ok. Congo ou à Congo, c'est l'être suprême, dont vous avez parlé ici. Le sans-corps qui a créé tous les corps de l'univers et qui utilise tous les corps pour se manifester. Donc c'est ainsi qu'on peut dire que Dieu peut utiliser le corps de l'homme, du ver de terre, de la fourmi, du papillon, de tous les corps pour se manifester. Parce que Bouddha dit que c'est le sans-corps, mais qui utilise tous les corps de l'univers pour se manifester. Celui-là à Congo, Congo. Bundu, c'est l'union. Alors, chaque fois qu'on rassemble, dans la langue du Congo, chaque fois qu'on rassemble des choses, on met ensemble les choses, on crée un Bundu. Donc ici, nous sommes un ensemble des hommes et des femmes. Nous sommes un Bundu, des hommes et des femmes. Les livres qui sont sur la table, ici, l'ensemble des livres, c'est un Bundu des livres. Une association des livres. Une assemblée, une association
un groupe, même un syndicat, c'est un Bundu. Parce qu'on a mis ensemble des gens pour une certaine cause. Même une constellation, c'est un Bundu. C'est ça la signification du mot Bundu. Maintenant, Bundu prend le vrai sens par ce qui suit après. C'est ça qui va nous dire, mais c'est un Bundu de quoi? Comme on dit ici, Bundu des livres, le Bundu des hommes et des femmes. Mais nous ici, on parle de Bundu ya Congo. Congo qui est qui? L'être suprême. Donc en soi, on va revenir à l'image que Mouta a dit précédemment. Il a parlé de la montagne. Donc au sens figuré, on est l'image d'une montagne sainte. Et vous partez du bas de la montagne, vous escaladez la montagne pour arriver jusqu'au sommet de la montagne. Et il a dit qu'au sommet se trouve l'être suprême. Au bas de la montagne, maintenant qui s'y trouve, c'est ça que nous allons voir. Et Mouta a dit que l'homme, c'est l'étincelle divine qui est venue habiter dans un corps. Ah, mais cette étincelle vient sur terre ici. Il habite dans un corps, il vient sur terre, il vient faire quoi? Un certain travail, mais on le demande de venir livrer le combat de l'évolution spirituelle sur terre. C'est pour ça qu'il vient ici. Il dit, oui, tu es une étincelle, mais comparé au grand feu d'où tu viens, il faut que tu te développes pour commencer à ressembler au grand feu. Vous voyez le petit feu des allumettes, du briquet, c'est petit, hein? Et puis le grand feu du volcan. C'est le feu, mais l'autre est un feu carrément dévorant, très vaste. Mais l'autre, c'est le petit feu des allumettes. Alors, vous êtes un petit feu des allumettes ou du briquet, vous devez ressembler au volcan. Donc, vous devez grossir. Vous devez prendre du poids. C'est ça que l'esprit qui est dans votre corps, dans mon corps, vient faire sur terre, livrer le combat de l'évolution spirituelle sur terre. Ah, quand il va commencer à la livrer, il va commencer petit à petit à escalader cette montagne-là que Mouta a parlé. Là, on l'appelle Kessa. C'est un combattant. Peut-être vous allez entendre, ah, mais Mouta Kamamou, on l'appelle Kessa, mais on dit que c'est un commando. Oui, mais ce n'est pas un commando qui tue les gens. C'est un combattant qui livre cette bataille de l'évolution spirituelle sur terre. Il est combattant dans ça. Alors, l'homme le moins spiritualisé, dans le Bukongo, cet enseignement-là, dont nous livrons la philosophie, cet homme le moins spiritualisé, il est semblable à la chenille, Kimbiato. La chenille est clouée par terre, il rentre dans les champs, il détruit, il mange, il est cloué par terre. L'homme le moins spiritualisé est semblable à la chenille, on l'appelle la chenille. Mais on dit à la chenille, tu dois faire un effort, tu dois t'engager dans un chemin scintilla Congo, là donc, pas, pour que tu deviennes le papillon au sommet de la montagne. Vous voyez, la chenille, au bas de la montagne, au sommet, c'est le papillon. On lui dit, mais pour que tu deviennes papillon, engage-toi dans l'Indila Congo. Fais des carèmes, fais des sacrifices comme ça, évolue, pratique une certaine spiritualité du Congo. Petit à petit, tu vas commencer à te transfigurer. Et voilà qu'à la fin du processus de transfiguration, la chenille s'est transfigurée et finalement a des ailes, commence à voler, c'est un papillon. Là, on dit que la chenille a atteint l'illumination. La chenille a atteint le sommet de la montagne. Il n'est plus chenille, il est devenu papillon. Hier, c'était chenille clouée au sol. Et demain, c'est un papillon qui vole. Maintenant, il mange des choses qui sont subtiles. Il va sur les nectars des fleurs, il vole. Mais la chenille est clouée par terre. C'est ça l'homme le moins spiritualisé. L'homme doit maintenant s'engager dans le Dila Congo, escalader cette montagne sacrée, se dépouiller petit à petit pour arriver au sommet de la montagne où se trouve le grand feu, le Seigneur Akongo. Et là, il va faire la fusion entre sa conscience, la conscience de l'homme, et la conscience du Seigneur Akongo. Et cette fusion-là s'appelle Bundu ya Congo. Donc en soi, Bundu ya Congo, c'est la finalité.
et en même temps le but que tous nous recherchons. Donc c'est notre idéal. On veut aller faire la fusion avec le Seigneur à Congo et pouvoir déclarer que moi et le Père, nous sommes, comme l'ont déclaré certains maîtres de ce monde. Moi et le Père, nous sommes un. Ah, alors, dans ce cas-là, on a deux triangles. Vous voyez, ça c'est à Congo. Mbouta a dit qu'il avait trois premiers attributs, on le met sous forme de triangle. C'est ce qu'il avait dit. Il a dit qu'il était amour, il était intelligence et il était pouvoir. 1, 2, 3. Le triangle divin à Congo. Donc on peut l'écrire symboliquement, le dessiner comme ça. Son intelligence a créé l'univers visible et invisible. Son amour le conserve cet univers et son pouvoir gouverne l'univers. Et donc son amour en passant, qui conserve tout ensemble, c'est une colle mystique qui tient toutes les créatures de l'univers ensemble. Sans cette colle-là, toutes les particules iraient chacun dans son sens, il n'y aura plus, l'univers ne serait plus tenu. C'est pourquoi il a dit que son amour conserve l'univers. Quand les papas, la maman ont l'amour envers les enfants, ça conserve la famille. Quand il n'y a plus d'amour, chacun va dans sa direction. L'amour, c'est une colle. Et donc, dans le Congo, on vous dit que l'amour du Seigneur à Congo, c'est la force d'attraction universelle. C'est simplement son amour, la couleur bleue, et le pouvoir gouverne. Alors, lui, c'est le triangle ici. Et nous aussi, vous avez dit que nous sommes trois. L'homme est trois, un triple. Esprit, âme, corps. Il est aussi un triangle. Ça, c'est le triangle de l'homme. Corps, âme, esprit. Il est aussi un triangle. Ah, finalement, ce triangle doit rentrer, s'engager dans les îles à Congo, commencer à monter la montagne, escalader pour venir faire la fusion avec le triangle du haut qui est le Seigneur à Congo, qui attend au sommet. Je me fais bien comprendre. Ah, quand il va monter, il va finir par arriver sur le sommet et finalement, son triangle va entrer ici, faire fusion avec le triangle supérieur et ça a créé Bundu ya Congo qui est l'union mystique Congo. Donc là, on vient de donner, en parlant comme ça, deux définitions. La deuxième définition de Bundu ya Congo. Bundu ya Congo, c'est l'union mystique Congo. Vous pouvez simplement définir à quelqu'un comme ça. Mais c'est quoi Bundu ya Congo? Bundu ya Congo, c'est l'union mystique Congo. Ah là, vous développez maintenant comment on arrive à faire l'union mystique. Vous dites, ah, il y a un triangle supérieur qui est à Congo, un triangle inférieur qui est toi, qui est moi, qui est tous les hommes, et nous sommes supposés s'engager dans certains chemins de spiritualité, le Ntila Congo, prendre des enseignements, le Bukongo, ainsi de suite, monter pour pouvoir faire la fusion et créer cette étoile à 6 branches, qui est l'union mystique Congo. Alors, une autre définition, mais on a parlé du Bukongo, tout ça. On a eu des ancêtres depuis des siècles, depuis l'Antiquité. Donc, on a un certain chemin et un certain nombre d'enseignements. Alors, à l'époque, si nous retournons à l'époque coloniale, même précoloniale, il y avait maintenant, au niveau de nos sociétés négro-africaines, des écoles d'initiation. Parce qu'on estimait que l'homme ne pouvait pas maîtriser la nature, comme vous avez dit que l'homme doit être le maître de la nature. Mais comment il va être le maître de la nature si on ne lui a pas confié les mystères visibles et invisibles de la nature? Comment vous allez être le maître de ça? Vous ne connaissez pas la nature. Vous ne pouvez pas devenir maître de ça. Alors, il faut qu'on vous donne des enseignements. Nos ancêtres, alors, avaient créé des écoles d'initiation. Alors, on prenait les enfants à 14-15 ans, on les amenait dans les écoles pour aller les initier à la vie. Pour qu'ils deviennent des hommes ou des femmes dignes. Alors là, on les enseignait l'aspect matériel et l'aspect invisible de tout. On partait du végétal, les pierres
physiquement, matériellement, on leur enseignait tout type de pierres. Ça, c'est des petites pierres ici. Ça sert à quoi? Tu veux allumer du feu, tu peux prendre telle pierre, tu colles ça ensemble, ça allume du feu. Ça, c'est les insectes. On parle du règne minéral, les pierres, tout. On monte dans le règne végétal. Les plantes, les feuilles, ça soigne telle chose. Ça soigne telle chose. Ça fait ceci. Ça fait cela. L'aspect matériel. On monte aux animaux. Tout type d'animal, leur nom. Comment ils parlent, quand ils font ceci, quand tel oiseau pleure comme ça peut signifier tel message. Tout. Quand jusqu'au monde angélique, au monde divin, on montait. Règne minéral, règne végétal, règne humain, angélique, divin, jusqu'à ce n'est à Congo. Et après, quand on a donné l'aspect physique, on finissait par donner l'aspect invisible de tout ça. Donc l'enfant qui sortait de là, c'était un maître de la nature. Qui maîtrisait la nature et qui commandait les forces de la nature. C'est ça. Alors Bundudia comme aujourd'hui, c'est une version moderne des anciennes écoles d'initiation dont nous venons de parler ici. Il a maintenant mis ensemble, parce qu'il y avait plusieurs écoles, à l'ensemble de toutes ces écoles-là, une version moderne des anciennes écoles d'initiation qui existaient chez les Négo-Africains, chez les Noirs, chez nos ancêtres. C'est une définition de Bundudia Congo. Une autre définition de Bundudia Congo était un mouvement culturel. Point. Ah, mais quelle culture? La définition que vous avez donnée ici. Pas la culture des Ndongolo. Mouvement culturel, la culture c'est l'expression de l'âme de ce peuple dans sa vision, la langue. Dans sa langue, le véhicule principal. Le véhicule principal. Et sa culture englobe les valeurs morales de ce peuple. Ah, qu'est-ce que ces valeurs morales? La vision du monde de ce peuple, les relations de ce peuple avec l'être suprême, les anges et les grands ancêtres. Ah! Le Congo, dans ce sens-là de la culture, est un mouvement culturel. Et Bundudia Congo, c'est un mouvement philosophique à vision globale. Une autre définition aussi. Mais qu'est-ce que c'est une philosophie à vision globale? On va revenir à la définition de Bouddha. L'homme, c'est un esprit dans un corps. On le voit dans la globalité. Quand on vous regarde, on ne voit pas seulement la chair, le corps que vous avez, mais on sait que vous avez, il y a aussi un esprit en vous. Et cet esprit-là, c'est le vous véritable. Ça, c'est la vision globale qu'on a. Alors, pour améliorer la vie d'un homme, il faut l'améliorer physiquement et spirituellement. Parce que l'homme est esprit et corps en même temps. Il a des besoins de l'esprit et il a des besoins du corps. Alors il faut donner une philosophie à vision globale. Bundudia Congo est un mouvement philosophique à vision globale. Voilà donc facilement 4, 5, 6 définitions de Bundudia Congo. Courtes, mais qu'on peut développer. Alors, dans ce sens-là, Bundudia Congo a été fondé en 1969, mais qui a commencé à travailler publiquement en 1986. Fondé par qui? Par Ngonda Semi, que vous avez peut-être souvent vu ou pas vu, mais ceux qui l'ont vu peuvent pouvoir vous montrer des photos. Alors, c'est lui qui a fondé Bundudia Congo en 1969, au Congo, à Kinshasa. À l'époque, c'est le Zaïre. Et il a commencé publiquement à travailler en 1986. Et il avait dit que Bundudia Congo allait accomplir sa mission en 3 étapes. En première étape, il allait commencer sur le plan culturel Congo. Donc, les Congo, à ce stade-là, c'est eux qui allaient être concernés. Il allait nettoyer d'abord l'espace culturel Congo. En deuxième stade, il allait s'attaquer à l'Afrique en commençant par l'Afrique centrale. Et au troisième stade, il allait attaquer le stade mondial. À ce stade-là, il y aura le donner et le recevoir. Les Noirs auront acquis certaines connaissances de eux-mêmes. Ils seront capables maintenant de donner la pierre précieuse de leur culture aux autres races. Parce que finalement, ça revient comme à dire, je suis né des parents, je ne connais pas le nom des parents, de mes parents, je ne connais pas le nom de mes ancêtres, de mes grands-parents, mais ça m'intéresse simplement à connaître les grands-parents de Mutakamambo. Mais ce n'est pas logique. Il va me dire, mais tes parents, à toi, tu ne connais pas leur nom. Tes grands-parents, tu ne connais pas leur nom. Tu veux connaître les miens. Mais commence d'abord par les tiens. Ce n'est que logique. Quand j'aurai maîtrisé mon arbre hiérarchique, là, je peux commencer à parler avec Mutakamambo juste par connaissance.
culture, que je connaisse aussi, mon ami, sa lignée. Nous avons une certaine culture, un bagage, nous, les Noirs. Nous ne la connaissons pas, nous voulons connaître celle des autres. C'est pas mauvais, mais c'est mieux de commencer par le nôtre. Vous avez un pays, vous ne connaissez pas la ville que vous habitez. Vous habitez ici à Toronto, vous ne connaissez pas Toronto, vous voulez connaître Montréal directement. Vous habitez ici, connaissez d'abord Toronto, les métros, les villes, les coins. Quand vous aurez suffisamment maîtrisé Toronto, vous direz, ah maintenant je peux aller découvrir les autres villes. Parce que je connais déjà chez moi. Par culture, pour augmenter ma culture générale, j'irai visiter Montréal, j'irai visiter pour développer ma culture générale. Dans ce sens-là, nous, on nous demande de commencer par la connaissance de soi, de nous. La culture de nous, la tradition spirituelle de nous autres, nous-mêmes. Une fois qu'on aura maîtrisé, on serait apte maintenant à échanger avec les autres. L'autre pourra me dire, ah mais vous, comment vous faites chez vos ancêtres? Ah nous, chez les Noirs, on fait comme ça. Ah mais nous, chez les Iraniens, on fait, ah bon? Ah mais finalement, c'est, ah bon? On fait un certain échange. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Mais les buts poursuivis par Bouddha, on va les résumer simplement en deux. Premier but, on a parlé de la culture ici. Bouddha a comme but de réhabiliter l'aspect positif de cette culture-là. Premier but nécessaire. On a une culture qui est un ensemble de sagesse divine et des ajouts venus des hommes. Si on fait un certain bilan, nécessairement. Nous sommes aujourd'hui en 2014, on regarde notre culture comme quelque chose à côté. On dit, mais dans cette culture, on retrouve des choses qui sont pures, qui sont d'origine divine. Le Bukongo, c'est la sagesse divine. Dieu avait donné à nos ancêtres une certaine sagesse. Mais on retrouve aussi des choses qui sont d'origine mondaine, que nos ancêtres ont introduit aussi par eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laver ça. Quand vous avez acheté des appareils, vous mettez ça à côté, ça prend de la poussière, après 3 ans, vous venez, ah mais j'ai besoin de cet appareil, je l'avais mis ici dans l'entrepôt. Quand vous allez nettoyer, vous enlevez la poussière, vous enlevez et puis purifiez l'appareil. Alors notre culture, Bungudia Congo a comme but de réhabiliter l'aspect positif de la culture négro-africaine. Et une fois qu'on aurait fait ça, on a maintenant la culture pure négro-africaine, purifiée. On va la faire mélanger, on va la faire marier avec quelque chose d'autre. La technologie moderne. Acquérir la technologie moderne. Et maintenant faire un mariage entre la technologie moderne et la culture pour donner naissance à une civilisation moderne qui sera particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. C'est ça le but de Bundiako. C'est un but qui est très noble. Dans ce sens-là, vous pouvez regarder au Japon, ici à Toronto, vous regardez au Japon, c'est la même technologie, c'est le même iPhone, c'est les mêmes appareils, c'est la même technologie moderne. Mais pourquoi la civilisation japonaise est différente de la civilisation canadienne? Vous allez trouver là-bas, il y a des iPhones, mais les gens se disent bonjour comme ça. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est les mêmes télévisions, écran plat, c'est les mêmes appareils, mais ils disent bonjour comme ça. Ah, donc il y a un certain aspect là qui est rentré, c'est la culture japonaise qui est rentrée avec la technologie et ça a donné naissance à la civilisation japonaise. C'est ce que nous voulons produire en Afrique centrale et chez nous. Une civilisation qui va ressembler à nos mœurs, à nos mentalités, à notre culture, à la vision du monde des Noirs. Parce que nous, on a une vision du monde qui est peut-être différente des autres peuples. Chez nous, on a des tabous, on a des coutumes qui est peut-être différente des autres. Mais alors, cet aspect positif-là doit se marier avec la technologie pour que notre civilisation soit propre à nous. Et dans ce sens-là, on fera directement un lien. On a dit que Bundia concerne un mouvement philosophique à vision globale. Donc il y a l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Mais l'aspect matériel, nous sommes dans un pays où nous sommes dans une région, même la région de l'Afrique centrale. Vous savez qu'il y a eu une conférence de Berlin en 1885 où les colonisateurs se sont départagés l'Afrique et ont fait des frontières anarchiques selon leurs propres besoins. Il y avait des peuples, des pays qui existaient avant, et des peuples qui existaient et qui ont été séparés. Nous allons donner des exemples clairs pour arriver à notre but.
prend chez les Bakongo. Il y avait un certain pays, il y avait un certain royaume du Congo, qui partait du sud de l'Angola jusqu'au Gabon. Mais après, on voit qu'il y a des pays qui sortent de là, le Gabon, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, l'Angola. Mais ces pays sortent de où? De la conférence de Berlin. On a séparé un même peuple, on a mis des frontières entre eux, et on a fait des pays. Mais c'est un même peuple. Or, le Seigneur Akomo a créé un peuple pour vivre dans l'unité, dans l'harmonie. Ce que le Seigneur Akomo a uni, personne ne peut les séparer. Ah, vous allez chez les Mongos. Vous allez trouver qu'il y a des Mongos dans la RDC, en Équateur, il y a des Mongos au Congo-Brazzaville. Mais il y a une frontière, on vous dit qu'ici, c'est la RDC et ici, c'est le Congo-Brazzaville. Mais qui a mis cette frontière pour séparer un même peuple? La conférence de Berlin. Il y a des Lunda au Katanga, Mbashi et autres. Katanga en RDC, le sud de la RDC, il y a un peuple là qu'on appelle des Lunda. Et de l'autre côté aussi, en Zambie, il y a des Lunda. Mais il y a une frontière, on vous dit ici c'est la Zambie, ici c'est la RDC, mais ici c'est les Lunda, ici aussi c'est les Lunda. Mais les Lunda d'ici parlent l'anglais, les Lunda d'ici parlent le français. Et les Lunda d'ici, pour aller là-bas, doivent obtenir un visa pour aller là-bas voir les autres Lunda. Mais ça n'a pas de sens. Une frontière coloniale venue de la conférence de Berlin. Alors l'India Congo a aussi une mission d'effacer toutes ces frontières coloniales en Afrique centrale, de réunir les peuples comme ils étaient, et de créer en Afrique centrale une confédération des États, qu'on appelle la Confédération des États autonomes de l'Afrique centrale, autrement appelée Union de Timansi. Là, on vient donc au terme de la conférence Bundulia Congo et l'Union de Timansi, donc la Confédération des États de l'Afrique centrale. Ntima, c'est le cœur en Kikongo. Nsi, c'est le pays. Tima, Nsi, mais on dit ça en deux mots. Tima, ici. Ici, ici, c'est le pays. Un pays. Et non, ici, c'est le pays, et Tima, c'est le cœur. Vous voyez le centre-ville de Toronto? Si c'est la région du cœur de Toronto, on va l'appeler Ntima de Toronto. Ntima Toronto. Ah, ça se voit pas? Ouais. Ici, c'est Ntima. Ça se voit comme ça? Ouais. Ici. Ici, c'est le pays. Ntima, c'est le ici, c'est le pays. Et Ntima, c'est le cœur. Ok? Donc, comme je disais, toute région d'un pays ou d'une ville qui occupe le cœur, on appelle ça le Ntima de cela. Alors, l'Afrique, c'est le pays de la race noire. C'est le Nsi de la race noire. Le cœur du pays de la race noire, le cœur de l'Afrique, c'est l'Afrique centrale. C'est le Ntima. Le Ntima Nsi. Ntima Nsi veut simplement dire Afrique centrale. Le cœur du continent de la race noire. Alors, l'union de Ntima Nsi, c'est l'union des États autonomes de l'Afrique centrale, ou la Confédération des États autonomes de l'Afrique centrale. Nous voulons donc débarrasser les frontières coloniales de l'Afrique centrale et réorganiser l'Afrique centrale selon les peuples. Donc il n'y aura plus de Congo-Brazzaville, RDC, Angola, ou trois pays avec les Bakongo, Non, ces peuples-là doivent avoir un pays, par exemple. On peut appeler l'État du Congo, l'État autonome du Congo. Les Baluba, Kassai oriental, Kassai occidental, ça sert à quoi? Mettez un seul État, État du Kassai, et les Baluba sont dedans. Les Lunda, vous enlevez la frontière, vous créez un certain État qui va rassembler les Lunda et les autres peuples dans un même pays sous une même gouvernance. Parce qu'il n'existe nulle part au monde un pays qui va avoir un même peuple ici, dans un autre pays, même... Non. Chaque peuple aujourd'hui, au 3e millénaire, se bat pour se réunifier. Les Kurdes partout, ils veulent avoir un Kurdistan. Il y a des Kurdes en Irak, il y a des Kurdes en Turquie, mais ils veulent avoir un Kurdistan, un État où tous les Kurdes seront sous un même emblème. Il en est de même pour l'Afrique centrale. Et partout en Afrique, les peuples ont été divisés anarchiquement comme ça. Et c'est une source, c'est des bombes à retardement. Source de conflit. Une des majeures sources de conflit en Afrique centrale, c'est à cause des frontières coloniales. Parce qu'alors, vous allez avoir des peuples qui disent « Ah, mais non, ces frontières, ils ont tracé ça ici, il y a des parties de notaires qui sont allés là-bas, alors il y a des Tutsis ici, il y a des Tutsis là-bas, nous voulons nous réunifier. » C'est tout à fait normal. Donc, il faut voir ces problèmes avec une sagesse à long terme
et en profondeur pour pouvoir résoudre et déminer ces bombes à retardement que le colonisateur avait placées en sachant ce qu'il faisait. Qu'il plaçait des bombes à retardement qui allaient exploser plus tard. Et elles explosent aujourd'hui. Mais nous sommes incapables, nos intellectuels sont incapables de voir que mais c'est à cause des bombes qu'il y avait là. Il faut simplement déminer ça, réorganiser ça selon les peuples, et c'est fini. C'est ça qui doit se passer. Il y a des Mbandi à Yakoma. En Équateur, à Yakoma, il y a des Mbandi. Mais il y a des Mbandi en République centrafricaine aussi, à Bangui. Et il y a une frontière là. On dit ici c'est le Congo, ici c'est la Centrafrique. Mais ces peuples-là, dans leur tête, il n'y a pas de frontière. Parce que quand il y a un problème sérieux chez les Mbandi à RDC, le chef peut être du côté de la RDC, il traverse la frontière, il va résoudre des palabres là-bas. Parce que mais c'est un même peuple. Alors cette frontière doit sauter aussi physiquement pour que les Mbandi soient réunis sous une même entité. Donc, en bref, pour terminer, le thème c'était Bundia Congo et l'union de Ntimansi. Vous avez vu c'est quoi Bundia Congo? Et l'union de Ntimansi, c'est un des buts poursuivis par Bundia Congo qui a une mission à la fois divine et à la fois matérielle. Comme l'homme est à la fois esprit et corps, il faut résoudre ses problèmes spirituels et ses problèmes matériels. Et un des problèmes matériels, en Afrique centrale, c'est le problème des frontières coloniales que Bundia Congo veut résoudre en créant au niveau de l'Afrique centrale un grand État de type confédéral dont les pays seront des États autonomes qui seront réunis par certaines compétences, comme au Canada, c'est le confédéral. Les provinces sont des pays autonomes, comme aux États-Unis, sont des États autonomes qui ont un gouvernement, qui ont certaines compétences provinciales qui restent à la province. Le ministère de l'Éducation, c'est ici en Ontario, c'est différent. Il y en a aussi au Québec, c'est différent. Le système de l'école, c'est différent. Mais il y a des accords pour s'entendre. Mais il y a des compétences comme l'armée, c'est fédéral. Il en sera de si c'est ça que nous sommes en train de promouvoir pour l'Union de Ntimansi, les États autonomes, 12 au minimum ou 24 au maximum. Nous pourrons expliquer ça pourquoi après. Mais ces États autonomes seront réunis par certaines compétences majeures qui seront gérés au niveau de la Confédération. Et tous les autres problèmes, chaque État va gérer ses problèmes à sa manière. Parce que nous avons une devise qui est l'unité dans la diversité et l'autonomie de la diversité. Et c'est un principe qui est une loi de la nature qui existe dans l'univers que Akongo avait créé. Nous sommes sur la planète Terre, il y a aussi la planète Mars, il y a Vénus, il y a Jupiter. Est-ce que Jupiter vous gêne, vous qui êtes sur la Terre? Non. Ça ne vous gêne pas? Ils font des choses qui sont les leurs, non? Mars aussi fait des choses qui sont leurs. Il y a un bloc appartement ici, un bloc de plusieurs étages. Mais ce que nous disons ici, les voisins ne savent pas. Ça ne les gêne pas. Nous sommes ici, c'est l'autonomie. Mais nous sommes unis parce que nous sommes dans le même bâtiment. Mais c'est qu'il y a, elle va préparer chez elle le matin, sous le voisin prépare d'autres choses. Il y a l'autonomie. Mais nous sommes unis par le même bâtiment et les lois du bâtiment. Mais chacun dans sa maison fait usage de son autonomie. Il en est de même dans le système solaire. Le Soleil qui va gouverner, qui est le gouverneur de toutes ces planètes ici, dont la Terre, Mars et tout. Mais chaque planète va garder une certaine autonomie, mais tous sont éclairés par le Soleil. Voilà donc, notre conférence est terminée. Maintenant, nous passons la parole à Mouta qui va nous donner le tour pour les questions.